Alors vous voyez ici, j'ai un magnifique jaspe polychrome. Il est très beau. Ça sert à évacuer le stress, équilibrer les émotions. Ça donne notamment de la force et du courage. J'ai également un magnifique septaria. C'est une pierre d'ancrage et de confiance en soi. On en parle un peu ? Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet, comme vous pouvez le voir, c'est un sujet auquel je suis un peu attaché quand même. Donc on va parler de lithothérapie. Donc il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. Il y a des effets thérapeutiques qui semblent plutôt bien fondés. On va essayer de regarder un petit peu tout ça. Alors la lithothérapie c'est quoi ? Je vous donne une définition basique. C'est une pratique qui prétend soigner ou apporter du bien-être grâce aux pierres ou aux cristaux, en leur apportant des propriétés énergétiques ou vibratoires. Donc au niveau étymologique, lithothérapie vient du grec lithos, qui veut dire pierre, et thérapie, qui veut dire soin ou traitement. Donc littéralement, le soin par les pierres. Alors la lithothérapie, c'est pas un truc qui date d'hier, hein. En fait, elle a des racines qui remontent à presque 8000 ans, notamment en Mésopotamie. On va dire que c'est à peu près l'équivalent de l'Irak aujourd'hui. Il y a environ 6000 ans, les archéologues ont vu qu'il y avait certaines pratiques qui utilisaient les pierres notamment pour se protéger et pour se soigner, en faisant certains rituels. En Égypte, environ 4500 ans avant notre ère, on voyait qu'il y avait une adoration pour certaines pierres, comme le lapis lazuli ou la turquoise. Et c'était pas pour faire joli, on leur prêtait des pouvoirs spirituels et c'était utilisé dans des bijoux, des amulettes pour protéger l'âme et le corps. En Inde, dans des textes anciens de l'Ayurveda, ça parle aussi de pierres précieuses ou semi-précieuses comme outils de soins ou d'outils énergétiques. En Chine aussi, la dynastie des Shang, il y a plus de 3000 ans, on utilise le jade, considéré comme pierre sacrée par excellence, et donc on utilisait ça pour des amulettes ou des objets rituels, et c'était des symboles de pureté et de santé et de protection. On voit aussi une utilisation de la lithothérapie, alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, chez les Amérindiens. En Occident, on a un regain de cet attrait pour la lithothérapie dans les années 70, notamment avec le mouvement New Age, et notamment Dominique Baudou, qui était un aromathérapeute français et qui a largement contribué à populariser la discipline. Plus récemment, on a des personnes comme Judy Hall, qui a écrit un paquet de bouquins concernant la lithothérapie et qui contribue au fait que ça devienne un phénomène mondial. Alors, la lithothérapie, ça sert à quoi ? Eh ben, ça sert, on a dit, au bien-être, mais notamment à soigner. Et il y a plusieurs vertus prétendues, notamment par rapport à ces pierres. Alors, j'ai fait une petite liste et je vais vous la lire parce que j'ai pas tout en tête. Alors, la lithothérapie permet de combattre le stress, l'anxiété, les insomnies, les migraines, les douleurs musculaires, les troubles digestifs, les dépressions légères, la fatigue chronique, les troubles de concentration, les problèmes de peau, les troubles circulatoires, les maux de dos, inflammation et même certaines maladies graves comme le cancer. Alors évidemment, chaque pierre n'a pas la même vertu, hein. Je vous les remontre. Moi, j'ai plusieurs pierres, qui apportent des vertus différentes. Je vais vous donner quelques exemples de vertus que certaines pierres peuvent apporter. Alors on a par exemple l'améthyste qui calme le stress et favorise le sommeil, le quartz rose qui apporte plutôt amour et apaisement, la labradorite qui protège des énergies négatives, le jaspe rouge qui apporte énergie et courage, la citrine, à pas confondre avec qui apporte joie et créativité, la tourmaline noire qui repousse les mauvaises énergies, le malachite qui apporte transformation et guérison, l'œil de tigre. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre. Qui apporte confiance en soi et protection, la turquoise qui apporte protection et guérison. Alors, on retrouve la lithothérapie dans plusieurs pratiques telles que le reiki, la radionique ou
par exemple chez les coachs quantiques, et tout ça en fait afin de renforcer l'idée énergétique et de soins. Mais sinon, en règle générale, la lithothérapie c'est plutôt quelque chose qui se pratique chez soi. Genre, on va mettre des pierres dans sa poche, on va avoir des bijoux, genre des bracelets, des colliers, ou alors on va disposer ça un petit peu dans sa baraque, peut-être pour éloigner les mauvaises énergies, enfin tout ça quoi. Alors ce qui est important de savoir, c'est que les pierres s'imprègnent d'énergie ou relâchent de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a certaines pierres qui vont permettre de dégager une certaine énergie, qui vont apporter quelque chose de bien, mais qui vont aussi absorber certaines mauvaises énergies. Et pour ça, c'est important de les nettoyer. Alors pour ça, il existe plusieurs manières. La manière la plus basique, c'est de les rincer à l'eau. Alors le mieux, c'est de l'eau de source. L'eau du robinet, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais les rincer à l'eau, déjà, ça permet d'enlever les énergies et de lui redonner son énergie. On peut aussi recharger les pierres à la lumière de la pleine lune. C'est-à-dire que quand il y a une nuit de pleine lune, on pose nos pierres face à la pleine lune, ce qui va permettre aux pierres de retrouver leur énergie. On peut aussi enlever les mauvaises énergies qui se retrouvent sur les pierres en les fumant, par exemple, avec de la sauge. Alors, il y a aussi certains autres encens, mais en général, on utilise plutôt de la sauge pour redonner l'énergie aux pierres. Et ce qu'il y a de mieux, c'est d'utiliser de l'eau de lune. Alors l'eau de lune, c'est quoi ? C'est de l'eau, de préférence de l'eau de source, qu'on va mettre plutôt dans un bocal en verre. Ce sera beaucoup mieux plutôt qu'une bouteille en plastique, mais bon, ça peut marcher si on n'a rien d'autre. Et dans ce cas-là, on va exposer l'eau qu'on a mis dans notre flacon à la lumière de la lune, de la pleine lune, toute la nuit. Et dans ce cas-là, l'eau sera énergisée par la lune. Bon, alors la question évidemment, c'est: est-ce que ça marche ? Alors le problème, c'est qu'on a très peu d'expériences scientifiques avec des publications sur des revues reconnues. Alors on peut mettre ça sur le dos de l'effet tiroir. L'effet tiroir, c'est quoi ? C'est en fait le fait que quand on fait des expériences qui ne fonctionnent pas, on va préférer ne pas les publier, parce qu'en fait ça apporte rien, plutôt que de les publier et démontrer que quelque chose ne fonctionne pas. Ce qui apporte un problème par rapport au debunk de plusieurs pratiques cheloues. L'effet tiroir a un autre problème, notamment au niveau scientifique, c'est-à-dire que quand il y a une expérience qui ne fonctionne pas, partons du principe qu'on a une hypothèse pour n'importe quoi, on va faire l'expérience et ça va rater. Du coup, on va décider de ne pas publier le résultat de cette expérience. Ça fait que peut-être que d'autres personnes vont avoir la même hypothèse et vont décider de faire cette expérience. Le problème de faire une expérience scientifique, ça implique des fonds, c'est-à-dire de l'argent, du temps, etc. Alors que s'il n'y avait pas cet effet tiroir, justement, on gaspillerait moins d'argent et de temps sur des choses qui ont déjà été testées et qui ne fonctionnent pas. Bref, ça c'est un aparté. Juste ce que je voulais dire, c'est que si on a très peu d'analyse scientifique par rapport à ça, c'est justement par rapport à cet effet tiroir. Et donc, ça laisse libre cours à toutes ces autres revues un petit peu moins scientifiques, un petit peu moins pointilleuses, peut-être même qu'on va leur donner un petit billet, tu vois, pour publier nos résultats. Résultats qui seront pas forcément... Voilà quoi. Mais bref, on a quand même 2-3 bricoles, notamment l'expérience de Chris French. Donc ce gars-là, en fait, il a décidé de prendre environ 80 personnes. Environ 40 personnes étaient... croyantes, plutôt pratiquantes de la plutôt croyantes de la lithothérapie, et environ 40 autres qui s'en battaient les steaks, quoi, tu vois. Et donc, il a mis ça en 4 groupes. 4 groupes, donc, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe de croyants. Alors, si on part sur 80 personnes, donc en gros, on avait une vingtaine de personnes croyantes qui croyaient en la lithothérapie avec un petit quartz. Un autre groupe avec une vingtaine de personnes croyantes avec un bout de verre, rien de lithothérapique là-dedans. Un groupe de non-croyants, environ une vingtaine de personnes avec un bout de quartz. Et le dernier, une vingtaine de personnes encore, non-croyants avec un bout de verre.
Chris French leur demande de méditer un petit peu, enfin de se poser avec ce morceau de cristal, et il se rend compte que dans 100% des cas, les personnes qui croient en la lithothérapie ressentent quelque chose à travers la pierre ou pas qu'ils ont dans la main. C'est-à-dire que 100% des personnes qui avaient un quartz ont ressenti quelque chose, mais 100% des personnes qui avaient un bout de verre ont aussi ressenti quelque chose, alors que c'est censé rien faire. En revanche, les personnes non croyantes, qu'ils aient un bout de quartz ou un bout de verre, aucun n'a ressenti quoi que ce soit. Donc, on est là quelque part dans une démonstration d'un biais cognitif, un biais cognitif qu'on appelle aussi un biais de confirmation dans ce cas précis, qui veut dire qu'à partir du moment où on a une croyance, on va apporter une certaine vérité à des choses. Et donc là, on a véritablement une démonstration de l'effet placebo. En revanche, ceux qui n'y croyaient pas, eux, ils ont rien ressenti, quoi. Et c'est normal parce qu'ils y croient pas, donc il n'y a aucun biais. Ce qui est important de prendre en compte aussi, c'est le côté énergétique de la pratique. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, l'énergie, c'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer au niveau scientifique. Alors que pour eux, en fait, ils ont découvert quelque part une façon de mesurer cette énergie. Et donc, ils ont utilisé quelque chose qui s'appelle l'échelle de Bovis, qui calcule l'énergie subtile. L'échelle de Bovis, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est un genre de diagramme comme ça qu'on fait avec un pendule et ça permet, avec un côté radiesthésique, de calculer une énergie. C'est totalement subjectif et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas palpable au niveau scientifique. En fait, c'est quelque chose qui sort de nulle part, quoi. Enfin, par rapport à tout ça, je voudrais revenir sur un paradoxe par rapport à une pierre qui s'appelle la sodalite. Et cette pierre permet d'enlever la crédulité, donne de la rationalité. Et ce qui me fait marrer en fait, c'est que vendre ça en disant que ça te rendra moins crédule, alors que en fait t'es assez crédule pour croire que des pierres ont des pouvoirs magiques, je trouve ça hyper culotté, quoi. Enfin, c'est dingue. Parce que si cette pierre te rendait vraiment moins crédule, dans ce cas-là, elle permettrait de te dire que tout ça c'est de la connerie. Ou alors, dans ce cas-là, elle pourrait permettre à la science de prouver l'efficacité de ces pierres. Sauf que non, quoi. En fait, tout ça, ça me rappelle un peu le mythe de la pierre philosophale. C'est le truc qui transforme le plomb en or, qui donne la vie éternelle, qui donne la jeunesse éternelle et tout ça. Et étant donné que les alchimistes ne sont pas capables de faire cette pierre philosophale, peut-être que cette idée de lithothérapie qui permet de soigner tout et n'importe quoi par les pierres, et chaque pierre apporte un bien-être, apporte une guérison. Est-ce que quelque part on n'est pas dans cette idée-là? Et donc dans ce cas-là, on est en fait dans l'idéologie, dans la magie. Alors, il est prouvé que l'effet placebo agit sur certaines pathologies, notamment le stress par exemple. Mais cet effet placebo, il peut être généré de différentes manières. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour pallier à certaines pathologies. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Par contre, attention, quand ça arrive à certaines dérives et qu'on peut dire que ça peut guérir le cancer ou des graves maladies, là, faut faire gaffe. Je reviens encore une fois à des constats de l'ami Vilude qui dénonce des pratiques de lithothérapie, notamment pour dérives sectaires, abandon de soins. Je crois que c'est un petit peu redondant dans ce genre de pratique-là. En tout cas, il y a une alerte par rapport à ça. Je voulais venir aussi par rapport à l'éthique qu'il y a par rapport à ce commerce de pierres et dont la lithothérapie n'en a rien à foutre. Et d'ailleurs, il y a une certaine incohérence par rapport à ce qu'il raconte. Je veux dire par là qu'il y a pas mal de cristaux de pierres qui sont extraits à Madagascar, et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je sais plus laquelle. Et donc à Madagascar, où on extrait du quartz, de la métiste, du jaspe, de la tourmaline ou de la labradorite. Et donc il y a un problème parce que
souvent ce sont des enfants qui vont extraire ces pierres. Et quand on nous parle d'énergie, qu'on nous parle de pierres qui ont capté des énergies et tout ça, je suis pas sûr que ces pierres-là, admettons que ce soit vrai, hein, mais je suis pas sûr que ces pierres-là aient une très belle énergie et qu'on nous vende ça comme quelque chose qui va nous apporter du bien, alors que si c'était vrai, ces pierres-là seraient remplies d'énergie négative. Et même au-delà de ça, ça craint. Alors, moi j'ai toujours ces pierres-là que j'avais achetées parce que j'étais un peu dans le truc quand même à l'époque, tu vois, et puis je les ai gardées parce qu'elles sont jolies. Mais je voudrais avoir un dernier mot pour ceux qui vendent ces pierres, ces cristaux sans se prendre la tête par rapport à ces trucs ésotériques, New Age et tout ça. Moi je les garde parce que c'est des beaux objets en fait. Et il y en a, ils les vendent parce que c'est des beaux objets. C'est des morceaux de nature qu'on peut apprécier pour l'esthétique, pour le côté historique, sans pour autant croire au côté magique, ésotérique et tout ça quoi. Parce que parfois, le simple plaisir des belles choses, ça suffit à nous faire du bien. Et ça, c'est énorme.